Je me présente, je m'appelle Julien Roussel, je suis data scientist chez Quantmetry. Donc, Quantmetry, c'est un cabinet de conseil qui se trouve à 2 rues d'ici. C'est vraiment juste à côté. Donc plus spécifiquement, je vais vous parler d'une mission qu'on a fait pour l'IRSN. Donc c'est une mission de R&D pour nous. L'IRSN, l'Institut de Radiosûreté Nucléaire, donc avait ils sont toujours d'ailleurs, donc un projet dans lequel ils essayent de quantifier l'impact de la radiothérapie sur le cerveau humain. Alors donc le contexte, donc c'est l'étude d'une cohorte d'une centaine de personnes qui a eu lieu donc à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Donc pour ces patients qui sont atteints de ce qu'on appelle des gliomes de haut grade, donc c'est-à-dire des tumeurs cancéreuses particulièrement agressives au niveau du cerveau, la question est de savoir quels sont les effets des traitements de radiothérapie sur leur cerveau. Donc il faut en gros calculer une corrélation entre les doses qui vont être injectées, une répartition spatiale, et l'évolution des différents types de tissus cérébraux dans le cerveau. Donc pour ça, nous avons environ 500 séquences d'IRM. Une séquence d'IRM, qu'est-ce que c'est? Donc c'est une image 3D, donc avec environ de 1 million à 10 millions de voxels. Et ils vont être répartis sur plus d'une centaine de patients avec quelques examens par patient. Donc on fait un examen tous les quelques mois. Donc on a un suivi temporel. Donc si vous voulez, c'est un ensemble de données spatio-temporelles. Une image 3D, une succession d'images 3D. L'inconvénient donc, de c'est une base de données assez importante, mais elle n'est pas labellisée. Donc à chaque fois, on sait simplement qu'il y a eu typiquement une opération chirurgicale, une extraction de tumeur. Il y a donc des dégâts au cerveau, mais on ne sait pas lesquels. Donc quel type de dégâts au cerveau s'agit-il? Ce sont des plages de leucopathie, c'est-à-dire des sortes de zones cicatricielles dont il va falloir calculer donc, le volume. Vous allez avoir une partie du cerveau qui a été abîmée. L'objectif de ce projet, ça a été donc d'estimer, si vous voulez, en centimètres cubes, la quantité de cerveau abîmé, ainsi que le volume de substances blanches et de matière grise. Alors ici, vous avez une coupe axiale d'une IRM. Donc vous voyez dessus, par exemple, donc en noir, vous allez avoir, en blanc, vous allez avoir le fluide céphalorachidien. En sombre centre, vous allez avoir la substance blanche, et le pourtour plus clair, ça va être la matière grise. Donc à partir de ce type d'image, la difficulté, ça va être de réussir à séparer ces types de tissus. Donc après, sur différents types de séquences. Je vais vous expliquer ça après. Donc ici, vous avez donc un cerveau malade, vous avez une plage de leucopathie qui apparaît en hypersignal, donc c'est-à-dire plus clair. Donc la difficulté, ça va être de distinguer cette zone de zones qui sont également claires, mais qui ne vont pas correspondre donc, à de la maladie. Donc on va essayer de trouver des algorithmes de segmentation qui vont être suffisamment fiables. Pardon. Donc alors, la première étape, il va s'agir d'extraire donc, le cerveau à partir de l'image IRM. Donc si je reviens à l'image précédente, ici vous avez le cerveau. Donc dans une première partie, on va pouvoir retirer le crâne, retirer les yeux et tout ce qui n'est pas du cerveau, afin de pouvoir se concentrer donc, sur l'essentiel. Alors donc je vais vous montrer très rapidement donc, les différentes étapes donc, qui nous ont permis de réaliser ceci. Donc on a créé un logiciel en Python, donc fait maison, étant donné que donc, les solutions qu'on peut trouver sur le marché ou en libre accès, elles sont adaptées à chaque fois à des cerveaux qui sont sains et donc très difficilement adaptables à des cerveaux qui sont atteints de pathologies comme le nôtre, donc qui sont des cerveaux très atypiques. Donc alors je vous prends un cas tout à fait fictif. Vous avez ici, ceci est un cerveau, avec ici un nerf optique lié à un œil. Donc l'objectif, ça va être de récupérer le cerveau qui va être ici. Donc retirer des zones en arrière-plan qui peuvent être un peu plus claires que le reste, combler des trous, le tout de façon robuste, pour pouvoir faire un pipeline de données suffisamment fiable. Donc dans un premier temps, vous pouvez faire donc, un processus de seuillage, qui s'appelle un seuillage de dessous. On va aller vite. Ensuite, vous pouvez faire donc, des opérations qui s'appellent morphologiques, donc d'ouverture. Donc ce sont une catégorie d'opérations qui permet de retirer donc, des petits détails qui ont une longueur caractéristique inférieure à une certaine grandeur. Ensuite, vous pouvez récupérer des parties connectées. Donc, par exemple, dans l'étape précédente, on a réussi à supprimer le nerf optique. Ensuite, il ne reste plus qu'à récupérer la plus grande partie connectée en 3D pour récupérer ici le cerveau et par exemple, on retirerait le globe oculaire.
Dans une quatrième partie, on va venir rajouter donc à la partie au cerveau, donc des zones comme par exemple les sillons au niveau du cerveau, de façon à avoir un ensemble plus cohérent, plus compact. Et dans une dernière phase, on va venir combler les trous, comme par exemple les ventricules qui se trouvent au niveau du crâne. Donc, voilà, c'était un cas fictif. Donc dans un cas réel, ici vous avez une coupe axiale du cerveau. Ici vous avez donc la coupe coronale, pardon. Donc dans une première partie, vous faites un seuillage. Vous voyez, il y a énormément de... Donc en rouge, c'est le contour. Donc, vous avez quelque chose d'assez pixelisé. Dans une deuxième partie, rapidement, donc au bout d'un moment, quand vous récupérez la partie connectée, vous supprimez complètement les yeux qui se trouvent ici. Et ensuite, vous avez un raffinage qui permet d'arriver à un résultat donc, comme ceci. Donc, on est en 3D, donc je vous montre le résultat sur différentes tranches. On a un résultat assez robuste. Alors, je vais passer rapidement donc, sur la deuxième partie qui consiste à segmenter. Donc, pour la segmentation, donc, je vous rappelle, on est dans un cas qui est non supervisé. On n'a pas de label, donc il est impossible d'avoir recours à des méthodes supervisées par définition, telles que des réseaux de neurones ou des random forest. Donc ici, on a utilisé une modélisation bayésienne qui est équivalent à des techniques de graphes. Donc, la difficulté, ça va être donc à chaque pixel, chaque voxel ici, qui a une certaine intensité, de lui donner un label, donc de dire ce voxel, est-ce que c'est du fluide, est-ce que c'est de la matière grise, de la substance blanche, ou est-ce que ce sont des plages de leucopathie, c'est-à-dire des plages abîmées. Donc pour ça, très rapidement, donc on utilise la formule de Bayes, qui est à la base de toute méthode bayésienne. On dit que la probabilité d'appartenir à telle ou telle classe est composée de deux termes, un terme a priori, qui est a priori en fait sur la présence de telle ou telle classe, modulé par donc une vraisemblance. Donc c'est à quel point est-ce que ça va bien coller cette hypothèse colle bien aux données. Donc d'une certaine façon, l'a priori, donc c'est un a priori de régularité, c'est un terme de régularisation, et la vraisemblance va dire que telle ou telle intensité correspond plutôt à tel ou tel type de tissu. Donc voilà, donc la vraisemblance, on se base sur des histogrammes comme celui-ci. Donc si vous êtes entre telle et telle intensité, a priori vous êtes plutôt de tel type de tissu. Le terme de prior, on va venir pénaliser des frontières trop importantes. Donc c'est un terme de régularisation, on a envie d'avoir des zones qui sont relativement on va dire, compactes, qui limitent les frontières entre zones. Voilà, donc on arrive à des résultats donc, qui ressemblent à ceci, donc avec au centre de la substance blanche, la matière grise sur les bords, et en vert vous avez donc surtout ici donc de l'hypersignal, c'est-à-dire vraiment ce qu'on va chercher à mesurer. Donc pour un examen, vous avez un résultat qui ressemble à celui-ci, et ça vous permet, à partir de là, très simplement, de calculer le volume de chacune des zones, en comptant le nombre de pixels, de voxels. Et à partir de là, donc, vous pouvez faire ce qu'on appelle le suivi longitudinal. Donc pour chaque date, vous avez le volume, et vous pouvez suivre s'il y a une évolution. Donc ici, on a un patient qui est relativement stable, avec pas de tendance observée. On peut voir que l'approche est relativement robuste, puisque donc sur 10 estimations, on obtient quelque chose qui est tout à fait cohérent. Donc l'intérêt des méthodes bayésiennes, ça va être que vous pouvez calculer des intervalles de confiance. Donc l'algorithme ne va pas vous dire le volume de substance blanche est de 13,72 cm3, il va vous donner un intervalle de confiance. Donc, et même une fonction comme ça de répartition qui vous permet de calculer des quantiles, c'est-à-dire par exemple de dire il y a 10% de chance que le volume soit supérieur à telle valeur. Par contre, donc en termes d'efficacité calculatoire, donc il faut faire attention donc à la façon dont vous implémentez votre algorithme. Donc bien sûr bien paralléliser pour avoir une capacité, pour une puissance de calcul, un temps de calcul optimal. Sachant qu'une fois que vous avez déterminé le modèle, il va falloir déterminer la méthode de calcul qui vous permet de calculer votre solution. Et certaines sont bien plus rapides que d'autres. Voilà, mais je terminerai en disant que la difficulté réside surtout dans la normalisation et la standardisation des images, c'est-à-dire s'affranchir de biais, comme par exemple des biais de luminosité ou des contrastes qui peuvent être différents d'une IRM sur l'autre et qui peuvent apporter donc des erreurs absolues qui sont parfois supérieures aux tendances que vous pouvez chercher à estimer. Donc il faut surtout ne pas négliger l'aspect pré-processing. Donc, je vous remercie et je finirai donc sur le slide pour vous rappeler que le plus grand salon de recrutement dans le domaine du data
sera le 12 novembre. Vous avez un code promotion si vous le souhaitez. Merci. Et du coup, c'était quoi le résultat? Est-ce que la dose avait un impact ou pas sur la zone sensible, la zone du cerveau touchée? Donc c'est un projet qui n'est pas encore terminé, donc c'est en cours, ce sont les premiers résultats, et on le saura dans quelques mois. Je n'ai pas très bien compris l'a priori sur la distance à l'intérieur de la région des voxels. Ouais, j'ai pas très bien compris. Oui, je suis passé rapidement dessus. Alors donc vous avez un a priori, donc c'est un modèle qu'on appelle le champ de Markov caché. Donc le terme a priori, c'est dire que a priori une segmentation qui va par exemple ressembler à ceci sera beaucoup plus probable qu'une segmentation très pixelisée où vous allez avoir du tissu 1 dans du tissu 2 et du tissu 2 dans le tissu 1. Et donc comment est-ce qu'on calcule ça? On calcule cette probabilité a priori d'avoir cette segmentation. La probabilité, ça va être en gros, ça va s'écrire comme un produit donc sur tous les voxels voisins d'un terme de pénalité qui va dépendre de la nature des deux tissus. Donc, par exemple, si ce sont des tissus sur ces mêmes tissus, il n'y a pas de pénalité. Et si ce sont des tissus qu'on ne s'attendrait pas à voir l'un à côté de l'autre, par exemple, ça va être une grosse pénalité. Donc, c'est un produit comme ça. Quand vous prenez le logarithme, ce qui est assez classique, vous avez une somme et ça correspond donc à la surface de contact, à la surface frontière en 3D. Juste une question un peu naïve. Pourquoi être parti sur un modèle bayésien avec un champ de Markov caché? Est-ce qu'il y avait d'autres modèles d'inférence? Donc l'idée, c'est d'utiliser un a priori. Donc étant donné qu'on n'a pas de données, c'est très important d'apporter le plus d'informations possible que l'on a. Et donc là, on a une information a priori qui est qu'on sait que tel tissu a plutôt une distribution d'intensité qui va être entre telle valeur et telle valeur, parce qu'on travaille avec des radiologues qui sont capables de nous le dire. Et un modèle bayésien, étant donné qu'on apporte une prior, cette information a priori, va a priori donner des résultats qui sont plus pertinents, de plus intervalle de confiance. Et c'est un plus par rapport à des modèles qu'on dit fréquentistes, pour lesquels vous aurez juste une estimation et c'est tout. Je voudrais bien qu'on revienne sur les photos vous disiez sur les projections, les images en fait où on voyait l'évolution du pré-travail, voilà. Avant, non à gauche encore, parce que en fait encore oui. Avant. Vous parliez de rouge sur les photos, et pour les daltoniens, vous pouvez expliquer ce qui se passe? Pour les daltoniens qui voient rien, non, avant encore, on voyait les vraies photos et on était censé voir une évolution. Encore avant, ouais ça. Oui, pour moi, je vois toutes les images pareilles. Je suis désolé, mais c'est pas une évolution. Ce sont ici, je représente des coupes axiales. Non, ou celle d'avant alors, parce que à un moment, vous avez dit qu'il y avait... ouais, celle-là. Vous avez dit qu'il y avait du rouge. Je vois pas de différence entre la première, deuxième, troisième. Alors, entre la première et la deuxième, vous avez par exemple ici. Ouais. Où il y a des pixels qui ont disparu. C'est un mystère. Hein. Joker. Ouais, elles sont toutes identiques. Entre ça, on va jouer au jeu des 7 différences. Donc là, il y en a qui ont disparu. Okay. Même ici, entre la première et la cinquième, elles sont censées être éloignées, je sais pas. Ici et ici, ça a disparu. Ouais, je vois pas. Donc, je vois pas du tout. Désolé. Après, c'est la difficulté de représenter des surfaces 3D. Voilà.